la gang, j'espère que ça va bien. Donc, comme vous voyez aujourd'hui, ce n'est pas Jean-Michel ni Simon qui animent le podcast, donc pas une nouvelle voix quelconque. C'est Maude, en fait, je suis la cofondatrice de l'agence Wavency. Aujourd'hui, c'est moi qui anime le podcast parce qu'on va parler d'assurance et c'est moi qui s'occupe de tout l'aspect administratif là, chez Wavency. Et c'est un sujet que j'avais énormément de questions, donc j'ai décidé de prendre les devants pour faire l'animation de cet épisode qui se passe avec Simon Plouffe, qui est notre courtier en assurance de dommages chez Wavency. On collabore avec lui depuis plus de 3 ans. J'avais des petites questions pour lui concernant nos propres assurances qu'on vient de renouveler, vraiment pour m'assurer de bien comprendre aussi plusieurs aspects là, dans le domaine des assurances. C'est quand même un univers qui est très vaste. Donc, je vous invite à poursuivre l'épisode pour en apprendre plus, vous aussi. Bonne écoute! Donc, on va commencer ça. Cool. Écoute, je suis super contente qu'on puisse se jaser aujourd'hui parce que, dans le fond, l'idée est venue de quand on s'est parlé la semaine dernière pour faire mon renouvellement d'assurance, qui n'est pas tout le temps le sujet le plus sexy, qu'on pourrait dire. Mais ça reste que, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, quand on porte plusieurs chapeaux, dont le chapeau de l'assurance, on peut pas vraiment le déléguer, ce chapeau-là, quand on commence, surtout parce que ça fait partie de la vie, on en a besoin. Puis c'est quelque chose qui, comme, je pense, ultra mécompris aussi, les différentes clauses, beaucoup d'admin à travers ça. Fait que je vais qu'on en jase aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai eu l'idée de t'inviter pour qu'on puisse jaser de ça. Ben, merci beaucoup. Écoute, ça me fait plaisir de pouvoir en jaser un peu, justement, démystifier un petit peu plus l'assurance. Puis, justement, comme tu disais, on est là un peu pour ça aussi. Souvent, les gens sont OK, mais je connais pas ça. Puis, on dirait qu'ils ont peur de poser des questions parce que c'est un produit financier. Le monde, quand on parle de finances, c'est pas toujours, ils sont pas toujours à l'aise de parler de finances. Fait que c'est le fun de pouvoir justement dire un peu qu'est-ce qu'il y en est au niveau de l'assurance, expliquer un petit peu certaines couvertures, voir comment amener certains entrepreneurs peut-être à dire OK, ouais, finalement, je pensais pas en avoir de besoin, mais finalement, réellement, j'ai un gros besoin au niveau de ce côté-là. Fait que tant mieux si ça peut aider et éduquer un petit peu en même temps. Excellent. Ben, c'est le but de l'épisode aujourd'hui. Peux-tu m'expliquer un petit peu, tu sais, bon, moi, dans ma tête, en ce moment, on a des assurances pour le bureau, qui comprend plusieurs types d'assurances dans cette assurance-là. Il y a des assurances collectives, il y a l'assurance vie en actionnaire aussi. Donc, il y a vraiment une large panoplie de types d'assurances qu'un entrepreneur peut avoir. Puis là, on est conscient aujourd'hui, on s'entend, c'est pas un chaque conseil s'adapte pas à tout le monde, là. On va plus dans la généralité. Mais explique-moi un petit peu les différents types qu'un entrepreneur, une petite PME pourrait avoir à avoir au cours de sa vie, là, mettons. Au fond, principalement, moi, je suis au niveau de l'assurance de dommages. Donc, ce que l'assurance de dommages est, c'est couvrir un risque physique ou au niveau de la responsabilité civile, principalement, on va couvrir des risques à d'autres personnes. C'est une des couvertures, je dirais, au départ, les plus importantes pour couvrir, si jamais dans tout ce qui est les locaux, ben, en fond, si quelqu'un se blesse, un client vient chez vous, ben, on en fait partie, ou des dommages qu'on peut créer à d'autres personnes lorsqu'on va visiter des clients, justement. Donc, ça, c'est principalement la responsabilité civile, bien évidemment, est une des couvertures à considérer avant même, possiblement, d'assurer nos biens. Oui, c'est toujours important de tout avoir, mais on s'entend que tout ce qui est toutes les PME ou toutes les entreprises qui sont en démarrage, c'est pas nécessairement des entreprises qui ont nécessairement toujours beaucoup de fonds ou que, surtout quand c'est une personne qui commence, on parle que des primes peuvent varier tout dépendamment de qu'est-ce qu'on assure, bien évidemment, mais un bureau, ça peut tourner entre un 800 $ et peut-être un 3 000 à 4 000 $ selon plusieurs facteurs, mais c'est quand même, dans certains cas, une dépense qu'on oublie régulièrement et trop souvent. Puis souvent, ben, on s'en rend compte quand ça fait 2 ans qu'on est en affaires, puis que là, on commence à avoir peut-être des contrats qui nous demandent hey, as-tu une preuve d'assurance que tu peux nous fournir? Ou même des fois, le bailleur avait oublié au niveau de faire son due diligence. Hey, as-tu ta police d'assurance? J'en ai besoin parce que ma compagnie à moi m'oblige que tu sois assuré à un certain montant et tout ça. Donc, c'est là où on se rend compte que, ouais, non, c'est vrai, j'y ai pas pensé. Fait que, puis tantôt, tu parlais aussi de tout ce qui est assurance collective et autres. C'est sûr que pour peut-être encore là des PME qui sont tout seuls à considérer parce que ça a quand même un coût. T'sais, moi, de mon côté, j'en fais pas, fait que je peux en parler de façon très, très large, mais je sais que ça a quand même un coût au niveau quand même important. Là. Fait que c'est peut-être mieux d'attendre d'avoir un certain nombre d'employés avant de le faire. Je dirais peut-être à partir de 4-5, peut-être ça peut être quelque chose à considérer, à regarder. Puis en même temps, ça fait un bel avantage quand on veut attirer des gens, comme on sait, avec pénurie de main-d'œuvre et autres, ça peut aider de ce côté-là. Fait que principalement, c'est un peu
c'est un peu ce que je conseille. Mettons, c'est de regarder, voir, d'appeler un courtier d'assurance, voir que ce soit un courtier, que ce soit un agent. Je conseille plus un courtier parce que j'en suis un aussi, mais il y a aussi le fait que le service, dans le fond, il va prendre nécessairement le temps de l'expliquer qu'est-ce qu'on a de besoin, puis de faire une analyse plus profonde, alors que les agents, ben, ils ont des fois nécessairement moins le temps parce qu'ils sont chronométrés dans certaines choses. Donc, tu sais, encore là, je fais attention à ce que je dis au niveau de tout ce qui est agent et autres parce que je ne peux pas être négatif envers de la compétition, parce qu'en bout de ligne, c'est quand même de la compétition, mais c'est deux façons de voir complètement différentes au niveau d'un courtier, au niveau d'un agent, mais très, très intéressant quand même dans les deux cas. OK, parfait. Ben, tu sais, moi, je le vois beaucoup, l'aspect de quand on collabore ensemble. J'ai beaucoup de questions là, dans la vie de tous les jours, donc je le vois vraiment que comme tu prends le temps de m'expliquer, puis ça, c'est vraiment, je pense, un de tes points super forts. Puis, fait qu'on va rester plus dans le côté assurance de dommages aujourd'hui parce que c'est ta spécialité. Explique-nous, mettons qu'on prend un exemple, là, on va se faire un scénario. Gilles, il y a une salle de montre à Laval. Lui, il fait de la climatisation chauffage. Il y a des machines dans sa salle de montre. Il va aussi faire de l'installation chez ses clients. Donc, on prend un exemple comme ça. Là, je sais que c'est d'autres choses qu'il faut que tu sois au courant, mais là, tantôt, tu parlais d'aller chez des autres clients. J'ai l'impression que les gens, les assurances, quand on leur dit une assurance responsabilité, ou c'est des mots que, au final, quand on leur image pas ce qui se passe, on voit pas à quel point ça peut être grave si on n'en a pas parce qu'on peut mettre une maison de chez quelqu'un en feu. Il y a plein de choses qui peuvent arriver. Donc, explique-nous un petit peu cet aspect-là, puis c'est quoi la police, qu'est-ce que ça peut venir aider, qu'est-ce que tu viendrais offrir à Gilles? Ben, au fond, si on regarde pour le dossier de Gilles, justement, ben, je te dirais que c'est sûr que la responsabilité civile au niveau, on parle de risque d'installation. Donc, tu sais, s'il va chez des gens pour installer, je donne un exemple, des thermopompes, par exemple, ces choses-là, c'est sûr que ça va nous prendre une responsabilité civile, mais avec une couverture de risque d'installation. Puis, bien évidemment, ça va être un des risques les plus importants au niveau de la responsabilité civile. Après ça, ben, clairement, il faut assurer aussi les machines, assurer tout ce qui est contenu, tout ce qui va venir avec. Donc, tu sais, c'est sûr qu'il y a plusieurs autres choses qu'on peut arriver. Si ces machines tombent en panne dû à une réclamation, par exemple, je dis un dégât d'eau, par exemple, ben, il y a moyen de couvrir ces pertes de revenus qui sont liées à ça pendant un certain temps aussi. Donc, tu sais, mais encore là, bien évidemment, plus qu'on en rajoute, plus qu'il y a un coût qui est lié à ça. Mais en bout de ligne, c'est quoi le risque que l'entrepreneur, ou mettons dans ce cas-ci, Gilles est prêt à prendre? Dans le sens qu'il est prêt à pas couvrir, par exemple, une perte de revenus, mais que si jamais une réclamation, ben, il sait que tous les profits ou toute la rentrée d'argent qu'il y avait, ben, il ne l'aura pas pendant cette période-là. Puis, ben, surtout dans des PME, ça peut être quand même des montants, c'est pas nécessairement des montants qui sont énormes, mais c'est plus des montants qui font qu'ils ont besoin de cet argent-là, ils ont besoin de ces montants-là pour survivre, parce que s'ils n'ont pas pendant 2-3 mois, des fois, des montants, puis 2-3 mois, c'est une réclamation qui se règle vite, là. Je veux dire, dans tout ce qui est assurance commerciale, si on n'a pas trop de problèmes, mais ça peut être plus long que ça, faire les travaux, faire les réparations. Donc, c'est pas long qu'on prend un 6 mois, 12 mois à revenir réellement à ce qu'on avait avant. Donc, avoir une couverture au niveau des pertes de revenus, dans ce cas-ci, serait vraiment intéressant parce que ça nous permettrait de pas nécessairement pas nécessairement se rendre là, mais faire la faillite aussi vers l'entrepreneur, que s'il y a juste ces revenus-là aussi, ça dépend de c'est quoi les revenus de l'entreprise, sont liés par quoi? Sont liés, est-ce qu'il fait de la vente? Est-ce qu'il fait juste de la distribution des produits? Donc, il y a plusieurs choses à regarder, mais c'est sûr qu'au niveau, dans ce cas-ci, ça pourrait être intéressant au niveau perte de revenus, au niveau de la responsabilité civile, puis le contenu, oui, effectivement, ça pourrait être quelque chose qui pourrait être assez intéressant pour lui. Fait que, Puis Gilles, là, il y a des dossiers de clients, il y a les noms, il y a des adresses, il y a de l'information sensible. On voit 25 qui viennent d'arriver. Ben, en fait, ça fait un an déjà, mais chaque année, il y a des nouveaux règlements qui sortent. Il y a aussi une assurance cyberattaque. Cyber-risque, dans le fond, qu'on appelle. Explique-moi un peu ça. Dans le fond, au niveau de la cyber-risque, ben, bien évidemment, à la minute qu'on parle de la loi 25, que ça nous touche, bien évidemment, c'est quelque chose qui est recommandé. Dans beaucoup de cas, surtout pour les PME, il y a beaucoup d'assureurs qui vont nous faire des packages qu'on appelle. Donc, il va y avoir pas mal en globalité tout ce qu'un client a besoin. Dans certains cas, c'est des polices qu'on peut retirer certaines couvertures ou modifier certains montants. Mais la cyber-risque, on parle que à la minute qu'on a des informations, que ce soit même des informations qui ne sont pas nécessairement sensibles, mais quand même juste des informations où qu'il y a un site transactionnel, même si on n'a pas nécessairement nous-mêmes
accès au numéro de la carte de crédit, ben si, par peu importe les moyens, quelqu'un arrive puis trouve le moyen d'avoir accès par ton site, avoir le numéro de la carte de crédit, ben tu n'as pas le choix de le divulguer. Puis c'est pas long que ben il faut que tu appelles tous tes clients ou il faut que tu envoies une lettre à tous tes clients. Fait que tous ces frais-là peuvent être couverts par une police cyber, justement, de tous les moyens que tu as à communiquer avec tous tes clients. Donc oui, il y a une partie de si des fois ils demandent des rançons, ces choses-là, les compagnies d'assurance sont moins enclins à vouloir payer une rançon. C'est sûr que si le client la paye lui-même, habituellement, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont le rembourser le client directement et non, bien évidemment, les pirates, parce que le but, c'est un peu comme le gouvernement et les terroristes, là, ils veulent pas nécessairement enclencher ce genre de processus-là, donc c'est un petit peu la même chose. Mais on parle que ça peut venir à couvrir beaucoup de frais que les entrepreneurs sont comme « Ah, ben je suis moins au courant avec la loi 25 », donc à ce moment-là, ben c'est de vérifier c'est quoi les informations que je détiens, puis c'est quoi les protections qu'on a aussi au niveau de nos firewalls, je rentrerai pas beaucoup dans ces détails-là parce qu'il y a beaucoup de choses, puis c'est pas à 100% mon domaine d'expertise au niveau de la cyber-risque, mais il y a plusieurs façons de protéger, puis que souvent même les compagnies d'assurance vont demander des couvertures aux clients, donc s'assurer qu'ils ont certaines protections déjà à la base. Puis, on regarde au niveau des PME, peut-être une petite statistique intéressante. Donc, au niveau des PME, c'est tout le monde dit « Ah, ben, c'est pas vers nous qu'ils vont se retourner pour aller faire une cyberattaque. » Mais au contraire, souvent, c'est les PME parce qu'ils savent que les gens n'ont pas nécessairement les moyens ou pas qu'ils n'ont pas les moyens de payer la rançon, mais qu'ils n'ont pas les moyens de payer l'assurance. Les connaissances aussi. Puis, fait ils se disent, bon, ben parfait, ça va être une cible facile, puis on va pouvoir avoir quelque chose en retour. Fait qu'il y a plusieurs, même au niveau de la cyber, ce qui est le fun aussi, c'est si on se fait voler des données, puis que ça prend un certain temps avant d'aller, dans le fond, ou qu'on doit payer des employés pour refaire, mettons, cette base de données-là, ben c'est des montants qui peuvent venir en supplément au niveau de la police cyber, qui peuvent venir des montants de couverture de plus, là. Donc, il y a ça aussi qui, dans un certain cas qui peut être intéressant, tout dépendamment encore là, c'est quoi le délai que ça prend pour aller refaire. C'est sûr que si on parle qu'en 48 heures, on est capable de refaire, il y a des franchises qui vont s'appliquer, ces choses-là, donc c'est sûr que peut-être moins. Mais si on parle de des mois et des semaines, ben, il faut payer ses employés, il faut payer nos employés à pas nécessairement faire leur travail. Donc, ça peut être des choses qui peuvent devenir intéressantes à ce moment-là. Excellent. On a cyber... Rappelle-moi comment tu l'appelles? Cyber-risque. Cyber-risque. Mm-hmm. Il y a assurance responsabilité. T'en as nommé une autre par rapport quand on va chez les clients? Tout ce qui va venir avec le client, ça va être la responsabilité civile. Okay. Puis, dans le fond, l'autre partie que je nommais tantôt, c'est, par exemple, la perte de revenus ou, encore là, quand on a notre exemple de tantôt avec Gilles, si on a des machines, ben, il y a la protection de bris de machine aussi. Mais bien évidemment, il faut que ça soit lié à une réclamation, le bris de machine. Là. Ça peut pas être ma machine a brisé parce qu'il manquait d'entretien, par exemple, ou autre. Il faut que ça soit lié à une réclamation, bien évidemment couvert à ce moment-là, pour venir indemniser en supplément. Là. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, ben, pas tout le monde, monsieur, tout le monde. On a souvent l'impression qu'on paye nos assurances pas dans le vide, là. C'est pas le bon terme que je voudrais utiliser, mais que c'est quelque chose qu'on paye, mais de l'argent qui ne nous revient jamais. Peux-tu nous parler d'exemples, sans nommer de nom, évidemment, de situations que des clients, l'assurance leur a, comment on pourrait sauver la peau des fesses, comme on pourrait dire? Juste m'expliquer un peu certaines situations. Dernièrement, justement, j'ai un de mes clients qui, malheureusement, c'est arrivé. Dans le fond, on parle d'un propriétaire qui venait d'acheter un immeuble qui était à rénover. Dans le fond, c'est une ancienne RPA qui est transformée en immeuble locatif. Donc, il y a eu un feu, un incendie créé par un sans-abri qui allait squatter les lieux et autres. Malheureusement, on parle sur une bâtisse de, mettons, à peu près 10 millions de valeur, on parle d'1,5 million de dommages sur la bâtisse. Fait que, ça fait c'est quand même un bon montant au niveau, puis on parle qu'il allait avoir des rénovations. Le client, dans sa malchance, est quand même chanceux. Il n'avait pas encore commencé à faire ses travaux. Il était juste en train de vider tout ce qu'il y avait dans la bâtisse. Donc, c'est pas pire, il n'y a pas à refaire d'autres travaux puis rallonger son projet. Mais c'est sûr qu'il va avoir à rallonger un petit peu le projet parce que le temps que les experts sinistres, tout le monde fasse leur travail. Puis ça, c'est quelqu'un, justement, par exemple, qui m'a appelé. Il était 6h45 le soir.
qu'est-ce que je fais, les pompiers sont là, le feu, puis ben, chez nous, en dedans de 2 heures, on a été capable de dire, écoute, voici tes prochaines étapes que tu dois faire. Le lendemain matin, on a fait d'autres suivis avec le client pour que le client soit au courant. Fait que, tu sais, l'avantage, à mon avis, d'avoir un courtier avec toi, c'est ça, c'est qu'il va pouvoir arriver puis dire, faire les suivis qu'il y a à faire, puis essayer de voir comment on peut donner un service qui est différent d'ailleurs. Puis souvent, on est capable de donner un service au niveau d'une réclamation, faire des suivis, faire avancer un dossier qui, dans certains cas, peut ralentir pour toute bonne ou mauvaise raison. Ben, ça nous permet justement d'aider notre client puis de voir que le client, ben, oui, il a l'impression de payer dans le vide, mais en bout de ligne, il paye pour un service que quand il va l'avoir, il va être quand même content. Puis, tu sais, des fois, les clients sont comme, ah, ben, je suis prêt à retirer certaines protections et de prendre un risque que ça arrive pas. Mais est-ce qu'ils sont réellement? Parce qu'ils sont pas nécessairement conscients. Là où ce que tu sais si tu as un bon courtier ou si tu as une bonne compagnie d'assurance, c'est pas quand tu payes puis que tu reçois, dans le fond, que tu reçois rien. C'est quand tu as une réclamation, puis rendu là, il est trop tard pour dire, ah, je veux modifier certaines choses pour être sûr que d'avoir l'indemnité qui fait du sens en bout de ligne. Fait que, Comment tu vis avec ça, le fait justement que tu sais ce qui est bon, tu rencontres le client, j'imagine, tu prends les besoins parce qu'il y a des besoins qui sont pas tous les mêmes besoins, là. Puis de fait de comme un client refuse une protection, puis tu sais que comme il arrive quelque chose, tu peux pas après ça dire ah ah, je te l'avais dit, mais quand même, il y a cet aspect-là de c'est ça. Comment tu deals avec ça en tant qu'entrepreneur? ben, je te dirais que je fais pas haha parce que c'est Non, comme tu évidemment. disais là, comme tu disais, c'est sûr que c'est pas la réaction que j'ai. Au contraire, j'étais un petit peu déçu pour lui parce que bien évidemment, j'ai pris le temps de lui expliquer que c'est une protection qui est importante et même dans certains cas nécessaire, mais que le client décide de ne pas la prendre parce que raison de coût ou selon lui, c'est pas un risque qui est nécessaire. Fait que c'est plate, mais au moins c'est pas nécessairement mon travail à moi de dire ah ben la réclamation est couverte ou pas couverte. Il y a des experts sinistres qui vont venir dire. En fond, c'est leur travail à eux, qui sont des experts de la compagnie d'assurance. Donc, de ce côté-là, on essaie toujours de voir s'il n'y a pas un moyen quand même de négocier des fois avec la compagnie d'assurance. Quand c'est des compagnies qui se fait plusieurs années qui sont assurées en même place, des fois, le montant est supposé être le montant 100% on pensait que c'était 100% de la valeur qu'ils devaient rembourser. Finalement, ben, la limite était insuffisante. Mais on a déjà vu des compagnies d'assurance faire, parce qu'on a des relations à long terme avec ces gens-là, ben, payer mettons, le 10, 15, 20% de plus. Bien évidemment, le client, ça fait plusieurs années qu'il est là, donc il y a quand même un avantage dans certains cas de rester longtemps avec une compagnie d'assurance. Dans d'autres, pas du tout, parce que tant qu'il n'y a pas de réclamation, c'est correct, mais quand on a une réclamation, il faut comprendre que les compagnies d'assurance, en bout de ligne, c'est des compagnies, donc un peu comme nous tous, on veut aller rechercher, on veut faire de l'argent. Dans le fond, les compagnies d'assurance veulent faire de l'argent. Donc, s'ils font pas d'argent, ben, la compagnie va fermer, là. Fait que c'est pas mieux non plus. Fait qu'en bout de ligne, c'est là où faut essayer de voir, dans le meilleur des mondes, d'avoir les meilleures couvertures possibles, oui, mais toujours une question de c'est quoi le risque que je suis prêt à prendre, considérant le fait que si je prends pas cette couverture-là, c'est quoi mon impact. Puis effectivement, on fait tout le temps une analyse, on fait tout le temps des analyses avec nos clients, leur dire, bon, puis maintenant, il y a de plus en plus de nouveaux produits que beaucoup de gens ne sont pas nécessairement au courant. Il y a des moyens d'aller couvrir avec un autre type d'assurance, couvrir notre franchise qu'on a quand on a des grosses franchises, quand on a des grosses cédules d'emplacement, puis qu'on a des 200-300, entre 200-350 000, 200-300 000 excuse-moi, de franchise ou 500 000 de franchise, ben, il y a des compagnies qui vont dire ben, oui, je suis prêt à prendre sur ces contrats-là parce que ça me donne un assez bon rabais sur ma police d'assurance actuellement, mais que réellement, si j'ai une réclamation, je suis pas prêt à payer moi 500 000 parce que j'ai pas nécessairement une liquidité qui va me permettre de le faire. Ben, il y a d'autres polices d'assurance qu'on peut prendre pour venir couvrir ça. Oui, c'est un autre coût additionnel, mais ça coûtera pas ce que la personne va sauver. Mais il y a moyen de venir chercher ces couvertures-là. Là, on rentre dans d'autres points quand même très, très techniques, puis c'est pas applicable nécessairement à tout le monde. Mais c'est un autre produit que beaucoup de monde ne connaissent pas. Mais même moi, je connaissais ce produit-là, mais je n'étais pas hyper familier. Mais de plus en plus, on voit de grosses entreprises faire ce saut-là,
ah, ben, OK, ça peut être que je vais sauver tant, puis je vais payer à peu près, mettons, 15%. Dans le fond, au bout de ligne, je sauve un 30% sur des milliers ou même des millions de primes d'assurance, mais ça vaut la peine de le faire à ce moment-là. Mais c'est encore là, c'est du cas par cas, voir est-ce que ça peut être applicable ou pas par entreprise de ce côté-là. Peux-tu nous parler un petit peu plus aussi des franchises, justement, comment ça fonctionne? C'est quoi les différentes variantes de franchises, dépendamment de l'assurance, j'imagine aussi? Oui, bon, en fait, c'est très variable au niveau de la responsabilité civile. Si on regarde, ben, pour ce qui est PME et autres, on va avoir des franchises qui vont varier entre 1000 $ et peut-être 2000 et 5000. C'est pas, au niveau de la responsabilité civile, ça va ressembler à ça au niveau des petites franchises. Dans certains cas, au niveau de plus grandes entreprises, on peut avoir des franchises à 25 000 au niveau de la responsabilité civile. Au niveau de la couverture, au niveau des biens, ben, c'est là où l'impact est vraiment plus important et significatif au niveau d'un changement de franchise. Encore là, ça dépend aussi. Si on avait déjà une franchise qui est élevée, j'ai un exemple, une franchise de 5 000 $ par exemple, si on fait de 5 000 à 10 000, il va y avoir un gain, oui. Est-ce qu'il va être super intéressant? C'est à voir selon c'est quoi qu'on assure. Mais habituellement, le gain le plus intéressant, c'est quand on passe une franchise à 1000 à 5000, là, on voit quand même un montant intéressant. Puis après ça, ben, bien évidemment, si on est rendu avec encore là des encore plus grosses franchises, ben, c'est à vérifier, voir qu'est-ce qui peut être intéressant selon encore la taille de l'entreprise, parce que c'est pas tout le monde qui est capable de prendre des franchises élevées, parce qu'en bout de ligne, c'est de l'argent qui va sortir de leur poche s'il y a une réclamation. Là. Je suis curieuse qu'on parle un petit peu plus de toi aussi. Tu sais, je te connais au sein des assurances parce que quand je cherchais quelqu'un, on était amis Facebook, là, ça a pas mal été ça, la connexion. Mais ça fait combien de temps que tu fais ça? En fait, si on regarde au niveau de l'assurance de dommages, ça fait depuis 2017 que je fais ça. Puis plus précisément au niveau de l'assurance commerciale, ça va faire 3 ans. Fait que du commercial en ce moment? Oui, je fais Ok. que du commercial. Ce qu'on appelle commercial, mais c'est un peu plus large. Donc, ce qu'on veut dire par commercial, c'est au niveau d'immeubles, on parle de 8 logements et plus, par exemple, ou sinon tout ce qui est entreprise. Tout simplement, moi, je suis beaucoup plus spécialisé dans tout ce qui est immobilier. Je suis capable de faire un peu de tout, mais principalement euh, très spécialisé au niveau de l'immobilier. On fait affaire avec beaucoup de nos clients. 95% de notre clientèle, c'est ça. C'est des investisseurs immobiliers ou des entreprises qui ont beaucoup d'emplacements un peu partout au Canada, en Amérique du Nord. Même dans certains cas dans le monde aussi. Là. OK, parfait. Comment ça se passe justement, les assurances outre-mer? C'est quand même assez complexe parce qu'il faut on appelle un courtier qui est là-bas directement. Donc, si on regarde, dans certains cas, j'en avais avec la France, avec décalage horaire, donc gérer tout ça en euros aussi. Donc, il y a plusieurs facteurs. Mais quand on parle de Canada, US, ça gère quand même assez bien. Habituellement, les compagnies sont quand même assez rapides. Puis, aussi, maintenant, il y a beaucoup d'assureurs qui sont à Londres parce que il y a un grand marché à Londres principalement. Puis, ben, c'est ça. De travailler avec eux, c'est plus difficile parce que le décalage horaire, ben, nous, il faut qu'on envoie souvent nos courriels très tôt le matin, donc entre 8 et 11 heures le matin pour qu'on soit capable d'avoir une réponse dans la journée même. Puis ça, c'est si on est chanceux parce que, comme un peu partout, je pense qu'il manque moins des employés, Le meilleur. même ailleurs. Là. Donc c'est ça. Fait que c'est un peu ça. Mais c'est le fun parce que ça amène une perspective différente. Puis ça amène. Parce que les dossiers sont pas regardés de la même façon quand on a des emplacements, par exemple, en Ontario, partout dans le reste du Canada, parce qu'il y a plusieurs autres choses qui sont différentes, dont le commune là est comparé à nous ici. Donc ça déjà là, ça fait une énorme différence. Est-ce que tu as l'impression que, justement, le fait que ce soit d'un produit d'assurance, que les gens sont comme, c'est le temps de l'année qu'il faut que je renouvelle mes assurances. Y a-t-il un côté comme négatif qui vient avec ça un petit peu? Puis si oui, est-ce que c'est dans toutes les industries que tu le ressens, ça? Je te dirais que ben, oui et non, dans le sens que ça dépend encore là, qu'est-ce que tu as fait comme travail de courtier. Comment tu montres ce que tu fais avec ton client, dans le sens que il y a plusieurs façons de leur montrer comment tu peux être bon. Puis oui, il y a une question en bout de ligne, il faut qu'ils payent la facture, bien évidemment, à la fin du mois ou à la fin de l'année. Mais si on leur montre que, en bout de ligne, nous, ce qu'on offre, c'est un service, là, c'est pas. Fait que
c'est de l'air, mais si tu es capable de démontrer à ton client que le service que tu as fait, ben, ça fait du sens pour lui, puis qu'effectivement c'est intéressant, ben ça fait que peut-être la pilule est plus facile à avaler, oui, mais je pense pas que il y a bien du monde qui sont hyper contents de payer des primes d'assurance en bout de ligne parce que tant qu'ils n'ont pas de réclamation, ils ne comprennent pas. Mais quand on a une réclamation, habituellement, après, les clients sont comme ah ouais, ok, je comprends maintenant pourquoi on insiste sur certains points et d'autres qu'on insiste un peu moins au niveau couverture, au niveau aussi au courant de l'année, si j'en reviens au niveau de l'immobilier, ben, il y a beaucoup d'assureurs qui font des visites. Donc, tu sais, c'est des fois, oui, ça prend du temps, ça nous prend du temps à nous, mais c'est d'aller peut-être aller avec eux, voir, faire la visite, puis que là, ben, le client nous voit, ça lui permet de justement mettre un visage, par exemple, sur son courtier. Donc, ça crée une relation un peu plus intéressante. Donc, ça fait peut-être partie aussi de l'expérience, puis ça fait qu'il est plus pour lui, c'est plus juste, je paye ma facture à Simon Plouffe ou à la compagnie de courtage, mais ok, je comprends maintenant ce que Simon il fait, puis il est tout le temps là pour nous aider. Puis quand il y a des transactions qui se font rapidement aussi, ben on essaie d'être le plus rapide possible quand on peut le faire, puis on essaie d'aider, bien évidemment d'aider, donc ce qui fait que moins, moins de moins de personnes qui sont fâchées de payer leur police d'assurance. Ouais, c'est beaucoup dans la réactivité, ton métier, autant quand il se passe quelque chose, une réclamation, que quand quelqu'un fait un nouvel achat, là. Exactement, ouais. Notre day-to-day change à tous les jours parce que justement, clients font des achats, nous posent des questions aussi. Je veux dire, c'est pas juste parce que la personne fait un achat, mais ah ouais, mais tu sais, mettons que j'ai un projet, je veux faire ce genre, j'ai quelque chose qui va s'en venir, mais je veux voir c'est quoi l'impact au niveau de ma police d'assurance actuellement, qu'est-ce que ça fait. Puis des fois, les clients sont comme, ok, mais moi, dans ma tête, je pensais pas que ça allait avoir un impact. Fait qu'ils nous appellent quand que le projet est quasiment terminé. Ah ouais, faut qu'on trouve une solution. Mais des fois, c'est peut-être bon de le faire en amont puis de dire, écoute, j'ai ce plan-là. Comme, est-ce que tu es capable de me dire, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être fait? Est-ce que ça serait pas nécessairement c'est quoi le coût? Parce que dans certains cas, on n'est pas capable de dire, ah oui, ok, ça va être ça ton coût d'assurance, à moins que le projet est vraiment bien commencé, bien avancé. Un range, des fois, moi, tu Ouais, m'as déjà dit des c'est ranges, ça. un peu Fait juste pour qu'on m'inquiéter. on essaie toujours de, quand on peut le faire, puis quand on a aussi déjà eu de l'expérience avec ce genre de dossier-là, on essaie de le faire, mais C'est tellement du cas par cas. c'est du cas par cas qu'on n'est pas sûr de que ça peut être là. Tu sais, moi, il y avait un aspect que j'étais curieuse de savoir, puis c'est peut-être une question niaiseuse, mais il n'y a pas de question niaiseuse, mais on va la poser pareil. Tu sais, le fait que, bon, ça fait 3 ans qu'on a des bureaux, c'est la 3e année qu'on renouvelle notre police d'assurance, voyons, indemnité, non. Ah, tu l'as dit, Dans le tu fond, l'as dit assez souvent. responsabilité civile. Responsabilité civile et cybersécurité aussi, cyber risque. Et dans le fond, moi, ce que j'avais été surprise de voir, c'est que même si la responsabilité civile, le montant était le même, ma police suivait mon chiffre d'affaires tout le temps. Tu sais. Puis ça, j'avais de la misère à comprendre pourquoi si au final je suis couverte pour la même chose. Je sais pas si tu peux m'expliquer un petit peu cet aspect-là. Bon, au niveau de la responsabilité civile pour tout ce qui est entreprise autre que de l'immobilier, ben, c'est souvent lié au niveau du chiffre d'affaires. Puis ça revient à dire, c'est comme si on regarde dans un commerce de détail, par exemple, où c'est l'achalandage, dans le fond, en bout de ligne. Fait que le risque qu'on paye quelqu'un qui va se blesser parce que l'exemple est peut-être un petit peu banal, Effectif. mais mettons, pas moins bonne, mais un peu plus banal, dans le fond, dans l'exemple. Mais c'est quelqu'un qui se glisse, qui se casse la jambe parce que la personne n'a pas mis la pancarte. Mais la compagnie d'assurance, s'il y a une poursuite qui vient contre eux, ben, ils vont payer la police d'assurance. Donc, ça va avec l'achalandage. Donc, eux, comment ils calculent un achalandage au niveau d'une compagnie qui offre service, par exemple, ou qui vont faire, par exemple, comme notre cas de tantôt de Gilles, ben, ils vont y aller avec les revenus qu'ils vont faire parce que c'est une façon pour eux de calculer l'achalandage pour l'entreprise. Donc, plus le chiffre d'affaires est gros, ben, plus il y a un risque qu'il y ait une réclamation parce que tu as plus de clients. Donc, des fois, dans certains cas, je ne veux pas dire que tu as moins de temps pour gérer tes clients, mais des fois, il peut arriver certaines situations. Tu sais, je regarde, mettons, dans tout ce qui est dans les agences marketing et autres, ben, c'est au niveau de tout ce qui est copyright, on en a. C'est pas nécessairement sur la police responsabilité civile. Ça prend une autre couverture qui va venir en ligne de compte, mais ça peut en faire partie
Puis la ligne, des fois, est mince entre un produit et un autre. Donc, la compagnie est comme, s'il manque un montant, j'ai peur que ça revienne sur ma responsabilité civile. Donc, c'est là où on parle que c'est le point le plus important au niveau des revenus. Puis, je sais que souvent, mettons, si je regarde au niveau des PME, mais c'est difficile des fois d'imaginer c'est quoi le montant qu'on va faire annuellement. Moi, ce que je me dis, c'est que tu as probablement fait un business. Souvent, ce que je donnais comme conseil, c'est tu as fait un business case pour savoir est-ce que réellement ça fait du sens de me partir mon entreprise ou non, ça fait pas de sens. Ben, le montant que tu avais pensé en revenu, ben, on va utiliser ce montant-là. L'année d'après, si c'est moins parce qu'en bout de ligne, tu as fait moins l'année d'avant, puis que tu penses refaire la même chose, ben c'est correct, on va pouvoir l'ajuster. C'est sûr qu'on essaie toujours d'avoir la donnée la plus précise possible, mais quand c'est la première année d'existence, on sait pas, c'est plus difficile, mais plus on avance dans les années, ben, plus c'est facile parce qu'on sait, on se base un peu sur ce qu'on a fait l'année passée, l'année d'avant, puis ça nous aide énormément à déterminer ces montants-là. Ça fait du sens pas mal à cet aspect-là. Fait que si, mettons, là, on a su ce podcast, j'ai quelqu'un qui se lance un podcast ici, ils reçoivent une invitée, je viens de passer la mop, mon invité glisse, elle pourrait me poursuivre parce que c'est à l'intérieur de mes bureaux. Comment ça se passe, cet aspect-là? Vu que nous, on n'est pas dans un commerce de détail, là, que c'est vraiment des bureaux, puis on reçoit pas des gens théoriquement, à moins qu'ils aient été invités. Là. Ben, en fait, c'est exactement, au fond, comme tu as mentionné, il va arriver, si elle se blesse, mais clairement, ça va être dans vos bureaux, donc elle pourrait décider de poursuivre, après décider de poursuivre tout le monde. En fond, souvent même, quand on regarde dans des poursuites au niveau avec des avocats et autres, quand on rentre avec des gros montants ou même des fois des petits montants, ils vont quand même y aller avec des avocats, ben on parle que l'avocat, il va prendre tout le monde. Fait que des fois, ils vont inclure même des propriétaires, le propriétaire. Est-ce qu'ils sont capables de prouver qu'il y a une négligence du propriétaire? Est-ce qu'ils sont capables de prouver la même chose? Puis encore là, c'est toute une question de, faut prouver la négligence de. C'est tout le temps, ça c'est au niveau de la responsabilité civile, c'est ça qui est difficile des fois à prouver. Dans certains cas, c'est très facile, mais souvent c'est quand même difficile de prouver une négligence au niveau d'une couverture en responsabilité civile. C'est pour ça que souvent les réclamations en responsabilité civile sont beaucoup plus longues à gérer parce que, OK, il faut regarder qui a été négligent parce que cette situation-là est arrivée, puis est-ce que c'est mon client? Oui, non. Puis après ça, ben, il y a les frais de défense aussi. En fond, si on se rend avec les avocats, ben, vous recevez une lettre, vous envoyez ça à votre avocat, ben, vous allez avoir des frais de défense à couvrir. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au niveau de la responsabilité civile, ce montant-là dans le fond, c'est pas un montant dont on a une limite de 2 millions, mais c'est pas un montant qui est inclus dans le 2 millions. C'est un montant qui va venir en supplément. Donc, tu sais, même s'il y a une limite de 2 millions, par exemple, puis mais qu'il y a des frais de défense de 1 million. La défense, tu parles des frais d'avocat? Les frais d'avocat. En fond, on parle qu'à ce moment-là, ben, ils vont arriver, puis si la demande est 2 millions et qu'ils demandent un retour comme indemnité, mais la compagnie d'assurance va payer le 2 millions, puis il va payer tes frais d'avocat d'1 million de plus. Fait qu'en bout de ligne, ça leur a coûté 3 millions. Là. Fait que, tu sais, mais tu avais une limite de 2. Tu disais que tu travaillais beaucoup en immobilier. Là, de notre côté, la prime augmente. Suit le chiffre d'affaires comme on parlait un petit peu plus tôt. En immobilier, tu disais que c'était pas le cas. Est-ce que ça suit l'évaluation municipale? Comment ça suit-tu une évaluation quelconque ou pas En fait, vraiment? au niveau de l'immobilier, pour ce qui est de la responsabilité civile, dans le fond, ça va suivre. Au niveau de la responsabilité civile, parce qu'on va en avoir quand même, parce que, comme je disais tantôt, l'avocat va poursuivre tout le monde, donc ça prend une responsabilité civile. C'est au niveau des nombre de pieds carrés que, dans le fond, l'entreprise a au total de sa cédule complète. Donc, c'est sûr que c'est un emplacement, ils vont considérer, mais si c'est des centaines d'emplacements, ben, ils vont considérer le nombre de pieds carrés total, puis c'est sur ça qu'ils vont se baser. Si on regarde au niveau des biens, on parle qu'au niveau de la bâtisse, ils vont, dans certains cas, ils peuvent demander des évaluations aux clients. Puis souvent, on a des outils, nous, à l'interne, puis à peu près tous les courtiers ont ces outils-là. On parle que ça s'appelle Altus Cost Guide. C'est là où on est capable d'aller chercher dans plusieurs provinces. Ben, en fait, toutes les provinces au Canada, on est capable d'avoir les coûts selon le type de bâtiment. Puis, dans le fond, on regarde selon ce qu'on a d'assuré en ce moment. Là, quand je parlais des coûts, c'est les coûts au pied carré. Dans le fond, si je regarde, mettons, celui qui me vient en tête, le premier, c'était une bâtisse commerciale. On parle que le montant minimum à Montréal, on parle de 140 $ le pied carré. Fait que si ta bâtisse est assurée en bas de ça, ben forte chance que t'as pas nécessairement le bon montant d'assurance. Donc c'est sur ça qu'ils vont se baser. Puis même les compagnies d'assurance, si dans certains cas, ils vont demander des fois d'avoir des montants plus élevés pour tout dépendamment c'est quoi le type de bâtiment. C'est quoi dans le fond, la classe de bâtiment. Donc on parle que c'est-tu un bâtiment qui est très récent, c'est-tu un bâtiment qui est
super bien rénové, c'est quoi les qualités de ce bâtiment-là. Donc, à ce moment-là, on parle que ben, tu devrais avoir peut-être plus que 50 $ le pied carré. Est-ce que c'est toujours mieux de faire une évaluation? Puis parce que, bien évidemment, nous, en tant que courtier, on peut donner une idée de, mais je suis pas on n'est pas des évaluateurs en bâtiment. Il y a des gens qui sont payés pour ça. Fait que moi, je réfère tout le temps mes clients au Altitude Cost Guide pour lui donner une idée de. Puis si vraiment, finalement, il est comme pas nécessairement sûr, ben, je lui conseille réellement d'aller faire une évaluation pour pouvoir avoir le vrai montant. Puis dans certains cas, c'est un couteau à double tranchant. Pourquoi je dis ça, c'est que si tu es trop assuré, mais dans le fond, ta prime va juste diminuer par la suite parce qu'on va ajuster au bon montant. Mais si tu n'es pas assez assuré, ça va faire l'inverse. On va arriver puis on va augmenter la prime. Puis, ben, c'est sûr qu'il va y avoir un coût qui va être lié à ça, mais rendu là, t'es mieux peut-être de le payer maintenant que si t'as une réclamation, qu'il y a de l'argent qui sort de tes poches. On a des clients à qui c'est arrivé que le montant n'était pas suffisant. On parle qu'on a on a une règle proportionnelle. Donc, une règle proportionnelle, ce que c'est en bout de ligne, c'est que l'assureur te demande d'être assuré pour un pourcentage X. Souvent, on parle de 80 ou 90% de la valeur de reconstruction. Puis, si tu as une petite réclamation, donc on parle de... tant que c'est pas une perte totale, si tu la respectes, ils vont payer 100% de l'indemnité si tu respectes ta règle professionnelle. Mais si c'est une perte totale, puis que, par exemple, tu respectes ta règle, ils ne paieront pas plus que le montant qui a été mis dans ta police d'assurance. Alors que si tu respectes, dans le fond, le coût de reconstruction, ils vont payer bien évidemment 100% de l'indemnité que tu devrais avoir. Mais si tu la respectes pas, mais c'est sûr qu'ils n'iront pas plus haut que le montant déclaré dans la police d'assurance. Puis, j'avais une question qui m'échappe, là. Tu disais quelque chose que tu as parlé, mais ça va revenir. Ah oui, ça n'avait pas nécessairement un lien avec ce que tu disais, mais l'augmentation du taux directeur, qu'est-ce que ça a changé pour toi en tant que courtier en assurance de dommages? Bon, en fait, c'est plus au niveau des prêts que ça a un gros impact. C'est sûr que nous, on le ressent dans le sens que nos clients font peut-être un petit peu moins d'acquisition. Ouais, oui et non, parce que la majorité de nos clients, c'est des clients qui ont déjà quand même une bonne base. C'est sûr que ça peut avoir affecté un petit peu plus peut-être, c'est au niveau des gens qui ont 2, 3, 4 emplacements, ou même peut-être jusqu'à 10, mais quelqu'un qui a 100, 200 emplacements, oui, ça a un impact, mais pas autant que quelqu'un qui a moins d'emplacements ou autre. Donc, c'est là où on a un impact, bien évidemment. Je veux dire qu'on le voit aussi au niveau de la construction. Ouais. Ça, c'est sûr que les mises en chantier, il y en a un peu moins. Comme on a vu les statistiques un peu partout, il y a un peu moins de mises en chantier. Donc, c'est sûr que de notre côté, ça n'a pas nécessairement ralenti parce que ça dépend. Il y a certains secteurs que ça leur ralentit. Quand on a du génie civil, ben, que tu aies un pont à faire, que ton taux de directeur monte ou pas, le pont va être à faire quand même. Donc, on va avoir une police d'assurance qui va venir en conséquence. Parfait. Ben écoute, on a pas mal fait le tour des questions que j'avais à te poser aujourd'hui. Si les gens veulent te contacter, c'est par où? En fait, pas mal sur tous les réseaux sociaux. Simon Plouffe, ils peuvent tous me contacter. Sinon, on pourra laisser peut-être mes coordonnées, peu importe. Là, on pourra avoir... on peut trouver sur LinkedIn. LinkedIn, principalement LinkedIn, pour tout ce qui est mon réseau d'affaires. Aussi sur tous les autres réseaux, toutes les autres plateformes, mais j'aime mieux LinkedIn comme ça. Je sais que c'est vraiment plus professionnel que personnel. Parfait. Ben, excellent. Merci beaucoup de nous avoir partagé les trucs aujourd'hui. Moi, ça m'a appris comme énormément de choses que, comme je te disais, j'avais quelques questions par rapport à l'assurance pour bien comprendre. Là. J'aime ça, comprendre le pourquoi du comment. Donc, merci d'avoir été là aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est super gentil.